Moi, les fondateurs de Licorne qui me disent, en fait, dans 3 mois, je dépose le bilan, qui dit, vous croyez que c'est facile les travaux? C'est plus facile de créer une belle boîte qu'avoir un poste chez McKinsey aujourd'hui. T'as aucun entrepreneur successful qui est sain. T'es là pour conquérir un marché, quoi. T'es pas là pour payer ton loyer. Je veux dire, si jamais je vois un concurrent dont le fondateur a l'air de s'amuser, je commence vraiment à flipper. Thierry, je suis ravi de te recevoir. Salut Louis, enchanté. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 33 ans, tu es diplômé d'HEC et tu as créé Mastéos en 2019 après avoir évolué dans le domaine de la finance. Tu as été trader sur tes dérivés et options. Forex, ouais. Comment on passe de trader à agent immobilier? Ouais, agent immobilier. C'est un peu plus large que ça, mais t'as raison, finalement, on n'est qu'intermédiaire. Et pour rappeler à notre audience, du coup, Mastéos, ouais, vous êtes une start-up dans l'immobilier et vous proposez en fait d'investir de façon guidée. Vous faites du coup de façon verticale, de façon intégrée, 5 métiers. Vous trouvez le bien, vous l'achetez, vous le rénovez, vous le meublez et enfin, surtout vous le gérez au quotidien. Et comment on fait justement pour passer de HEC, tu as un master en droit fiscal aussi, je crois, je vais te raconter des appartements. En fait, c'est une histoire assez chaotique. D'ailleurs, je trouve que quand tu vois des entrepreneurs sur LinkedIn, etc., tu as toujours cette image un peu shiny, un peu paillette. Mais quand tu leur parles, et je crois que c'est ton cas, moi aussi, tu te rends compte à quel point les trajectoires sont chaotiques et leur quotidien est toujours... je parlais récemment à des fondateurs de Licorne qui me disent, en fait, dans 3 mois, je dépose le bilan potentiellement. Ils sont toujours à ça de la catastrophe. Ouais. Moi, mon parcours personnel, il est à l'image du chaos que gère l'entrepreneur au quotidien. Oui, j'ai fait HEC, mais ça donne une image trop positive. Il faut savoir que j'étais... pas super fort à l'école, au lycée notamment. Je me suis fait refoule de toutes les prépas parisiennes. J'ai dû prendre celles privées où tu devais payer IP-Sup, qui m'ont mis finalement en candidat libre parce que j'étais trop mauvais. Et je crois que sur un coup de chance, j'ai réussi à avoir du coup cette école où je suis arrivé dernier, mais bon, je l'ai quand même eu. À l'école, je sais, j'avais des mauvaises notes, donc je voulais bosser en finance et j'ai eu la majeure juridique, donc j'ai commencé qui était un peu la majeure qui ramassait ceux qui n'étaient pas pris dans les autres majeures. Et donc j'ai commencé malgré mon souhait en cabinet d'avocat, chez Skadden notamment, chez Allen Overy, chez Gide, où j'étais très mauvais, donc j'ai changé 3 fois de cabinet en un an, c'est te dire mon niveau, au point où finalement j'ai été blacklisté du secteur. Changé ou t'as fait changer? On m'a fait changer. C'est même pas sur mon LinkedIn, pour te dire. Ouais. Donc j'ai dû fuir à Londres. À Londres, où je me suis dit j'aurais peut-être plus de chances de faire de la finance comme j'ai toujours rêvé. Et à Londres, les gens me demandaient t'as fait quoi avant? J'avais des stages des expériences en juriste, et donc ça passait pas. Donc j'ai fait 6 mois de chômage à Londres. Sans le sou, et je finissais par manger des produits périmés parce que tu sais, dans les supermarchés londoniens, c'est moins cher quand c'est périmé, donc je ne mangeais que des produits périmés. J'en avais vraiment marre et je me faisais refoule de tous mes entretiens. Finalement, j'en ai eu un pour un poste de analyse quantitatif, donc construire des modèles de trading à partir d'un langage type Python. Et moi, je sais pas allumer un ordi, si tu veux. Donc je vais quand même à l'entretien parce que c'est un beau nom et que j'avais faim. J'arrive à bullshiter l'entretien, je suis pris. Voilà, chez Janus Anderson, qui est un gros fonds d'investissement, en tant que quant analyste. Et premier jour, on me demande de construire un modèle sur Python pour trier des obligations de pays émergents. Je ne sais pas faire, évidemment. Donc je vais sur Internet et je trouve un ingénieur népalais à 100 € par mois qui accepte de me faire ce modèle codé en Python à partir de la data Bloomberg que je lui envoie tous les soirs, parce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Donc je sous-traite ce job pendant 6 mois, les gens n'y voient que du feu, je me tourne les pouces au bureau et je finis par partir. Et donc là, j'avais enfin un nom sur mon CV en finance qui me donnait la légitimité de postuler à un vrai job. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé chez HSBC, à Canary Wharf à Londres, dans une salle de marché, comme dans le loup de Wall Street. Et j'étais heureux comme un coq en pâte pendant 2 ans à trader le Forex, qui est l'ancêtre des cryptos, donc les devises. Je tradais de l'euro, du baht thaïlandais, du Et là, tu avais besoin encore de VBA ou de Python? Non, pas trop. C'était très... et c'est étonnant, mais encore en 2017, à l'époque, c'était du voice trading, donc tu te mettais à hurler des ordres et tu devais courir dans la salle de trading, mais vraiment comme dans le loup de Wall Street. Maintenant, ça s'est vachement algorithmé. Mais ça, j'ai jamais compris, parce que c'est quoi l'intérêt de crier? Il n'y a pas des façons plus
efficiente, je sais pas, par le téléphone ou par ne serait-ce qu'un mail ou un outil t'as un tel, en fait, t'as, je sais pas, BlackRock qui te passe un ordre sur le BAT thaïlandais. Et c'est un gros ordre, c'est market mover, c'est bouger le marché. Et tu veux négocier un prix. En fait, c'est même plus des prix de marché, là, c'est de l'OTC. Enfin, sur des tels ordres, c'est un prix qui se fait vraiment en égo téléphonique. Donc, tu parles à ton trader, tu as BlackRock en face, et on se met d'accord sur un prix. C'est possible d'automatiser ça. Si, c'est possible. D'ailleurs, que BlackRock appuie sur le bouton, on veut acheter tant de... En fait, je crois que depuis, tout s'est fait algorithmer, mais à mon époque, c'était les derniers jours, il y avait encore du voice trading, et ça m'a fait marrer parce que c'était que des... C'est encore le cas dans le marché des matières premières. Ouais. Soit les monnaies très niches, soit tout ce qui se trade mal, tout ce qui n'est pas très liquide, ça se fait encore à la voix, souvent. Okay. Bref, donc je réalise mon rêve de devenir trader à 26-27 ans, et je tiens pas plus de 2 ans, et je rentre à Paris avec 100 000 euros en poche, qui étaient mes bonus de trader, parce qu'en finance, on gagne bien sa vie. Et les 100 000 euros, j'ai la très bonne idée de me dire, je vais les trader. Et attends, pourquoi tu tiens plus ? Ça t'intéresse pas ? C'était assez physique. Il faut arriver tôt sur la salle de marché. En Forex, il faut que tu sois à 5 heures. Moi, je rédigeais la newsletter Hedge Fund de 5 à 6. Enfin, c'était vraiment dur. Et le soir, tu devais t'envoyer des pintes de bière avec tous les Anglais et tes clients Hedge Fund. Donc, je m'envoyais 1 litre de bière tous les soirs. Je me levais à 4 heures le lendemain. J'avais un train de vie avec une adrénaline pas possible à gérer. Donc, j'ai fait un espèce de burn-out au bout de 2 ans. Et je suis rentré à Paris avec cet argent que j'ai eu la bonne idée de trader à mon compte. Et j'ai tout perdu au bout de 1 mois et demi. Voilà, donc les 100 000 euros sont devenus 0. Donc j'avais quoi en poche ? J'avais un diplôme d'école de commerce, une carrière tout à fait chaotique entre des cabinets d'avocats, des acteurs financiers sur plein de domaines particuliers, donc 0 cohérence, et du coup 0 sur mon compte. Donc j'appelle papa-maman, je leur dis je suis un peu sans le sou, est-ce que vous pouvez m'aider ? Non. Je me retrouve sans le sou, donc je vais postuler au RSA parce que je n'avais pas de droit au chômage. Donc je me retrouve porte d'Italie à quémander mon RSA, et en échange du RSA, tu dois assister à des ateliers, notamment comment faire son CV, etc. Donc moi j'étais là, sorti d'HEC avec... plein de chômeurs, et on nous apprenait à faire son CV, et j'étais en errance totale dans Paris, donc j'allais de bar PMU en bar PMU et j'ai rencontré un mec qui était en errance aussi, qui est mon associé actuel. Je passe quelques détails, on a fait 2-3 stages d'observation ensemble, notamment dans une autre boîte d'IMO, etc. Et au final, on se retrouvait dans un bar le soir, et qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Et donc on s'est dit, l'immobilier c'est pas mal. Moi, j'avais fait un peu d'IMO en cabinet avocat, je regardais 2-3 trucs. En plus, c'était à la mode, il y avait plein de sites genre investissementlocatif.com, rendementlocatif.fr, devenirrentier.net, enfin des trucs débiles. Moi, je me suis dit, j'ai du temps, c'est pas très compliqué. Je vais aller, je sais pas, au Havre, appeler mes potes d'HEC et leur dire si vous voulez, je vous achète un appart au Havre et vous me payez. Et puis, je gérerai les travaux éventuellement, et puis j'essaierai de trouver un locataire, quoi. Donc, en fait, je vendais mon temps. Et mon associé qui savait vaguement faire un site internet l'a fait pendant que j'allais au Havre ou à Rouen ou à Lille. Et donc je vendais comme ça, sans carte T, juste pour m'occuper, à des potes d'école, des biens immobiliers. J'ai vu que il y avait une demande, quoi. Donc voilà, Mastéo, c'est né comme ça. Et le premier deal qu'on a fait, c'était dans la ville de Rouen, pour un client que j'avais trouvé sur LinkedIn en balançant un message au hasard. Et arrivé aux travaux, je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque, quoi. J'ai rien prévu, j'ai pas anticipé. Donc mon client, il me dit là, les travaux, ça se passe comment ? Bon, là, je prends le premier plaquiste que je croise, qui en l'occurrence s'appelle Jérôme Manuguera, qu'on appelle GG le roi du placo, qui est un plaquiste autodidacte de Metz, qui dit vous croyez que c'est facile les travaux, voilà. Donc c'est mon GG qui me dit pas le choix, on va le faire nous-mêmes ce chantier parce que tu l'as mal chiffré en fait. Donc tu viens, on va à Rouen et on va poser du parquet. Donc ça c'est quoi ? C'est en 2017 ? 2019, hein ? Ouais, 2019. Sachant que moi j'ai fait une année vierge en 2018 et avant ça j'étais à Londres en 2017, quoi. Ok. Donc 2019, je me retrouve à poser du parquet avec GG le roi du placo à Rouen sur un projet auquel je crois pas une seconde. On l'appelle Mastéos, c'est un peu random, c'est le seul mot qui était pas pris pour le site internet. Maxime, que je connais pas, qui est mon associé, qui est dans son bar PMU, essaie de faire un site. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Et
Pour te dire, première année, on a fait 0 de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, on l'a créé en février, en décembre, et il n'y a toujours pas d'argent qui était rentré. Donc, non, mais tout ça pour te dire, et j'espère qu'il y aura des parties coupées au montage, parce que c'est long, mais pour te résumer à quel point les trajectoires d'entrepreneurs sont souvent très chaotiques, très loin de il a fait HEC, il est blond, il vient du 16e, ce qui n'est pas vrai, mais je suis blond, mais et tu peux te dire, mais moi j'ai aucune chance parce que je coche pas les cases, mais en fait non, mes 2 associés, ils ont pas de CV, l'autre il a pas son bac, moi j'étais au RSA, il n'y avait pas de master plan, il n'y a pas besoin d'idées brillantes. Ouais. Le fondateur de Doctolib, il a fait un agenda pour médecins. Les médecins, ils avaient déjà un agenda avant. Le mec de Sorar, il a fait les cartes Panini, footballeur. Moi, j'ai fait agent immobilier plus. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une trajectoire incroyable, un super CV, de t'associer avec des mecs qui ont fait Polytechnique. Faut avoir une certaine énergie à offrir. Ouais. Voilà. Je dirais que c'est une question d'énergie. Est-ce que toi, quand tu lances Mastéos, en fait, à l'époque, est-ce que vous vous rendez compte que c'est une start-up, une entreprise, ou c'est plutôt, les circonstances font que tu rencontres ce mec dans ce PMU, GG le roi du placo. Et donc, en fait, ça se fait un peu... tu vois, est-ce que tu te dis vraiment, OK, on lance une boîte, on est 3 associés, avec tel objectif de CA ou... Non, à l'époque... Non. Je sais pas si c'est d'ailleurs la clé de la réussite, de partir d'une situation d'inconfort ou de... Parce que tu vois, ça, c'est souvent une question que les entrepreneurs, ou en tout cas les personnes qui se posent la question de savoir si elles veulent entreprendre. OK, est-ce que je fais un plan ? Est-ce que je fais une étude de marché ? On a l'impression que la création d'entreprise a quelque chose d'un peu scientifique, parfois. Tu vois, écoutez, alors c'est un peu moins le cas depuis que la Lean Startup peut diffuser, en tout cas le concept de la Lean Startup a été diffusé en France, mais il y a quand même toujours cette idée que pour créer une boîte viable, on a besoin de faire des études, on a besoin de faire une étude de marché, on a besoin de s'entourer d'experts. À t'entendre, on a l'impression que c'est plutôt le hasard des circonstances. Ça peut marcher aussi en faisant une étude de marché, en ayant fait une bonne école et en t'entourant d'experts. Moi, j'aime bien montrer aussi que c'est possible sans cocher toutes les cases. Enfin, regarde le parcours de mes associés. Moi, je suis un mauvais exemple parce qu'effectivement, j'ai fait une bonne école de commerce, donc ça invalide ma théorie. Mais je pense que n'importe qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et finalement, le mode d'emploi, je pourrais donner mon mode d'emploi. Je trouve que c'est plus facile de créer une belle boîte qu'avoir un poste chez McKinsey aujourd'hui. Parce qu'on a un écosystème qui est hyper favorable. Je ne serai jamais pris chez McKinsey, je sais que je raterai les case studies, mais créer une boîte, je te donnerai ma vision du mode d'emploi, c'est pas si difficile, j'en ai fait les frais, j'en ai fait l'expérience, et je me suis rendu compte que c'est un pied devant l'autre. Faut juste avoir de l'énergie et être à l'aise avec l'inconfort. Quand on me demandait ce que c'est être entrepreneur, mon premier réflexe, c'est de dire, c'est être dans l'inconfort permanent et embrasser l'inconfort. Parce que dès que tu es confort, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal. C'est-à-dire que tu es en train de te reposer sur tes lauriers. Si ça va trop bien, si tu n'es pas à gérer des catastrophes en permanence et à te remettre en question tous les jours et à penser survie, c'est que tu fais de la gestion de PME ou tu es à ton compte ou tu es salarié, mais tu n'es pas dans l'entrepreneuriat. Et tout ça pour dire que si tu pars d'une situation confortable, tu as un bon job, tu es bien payé, je ne suis pas certain que tu réussisses aussi bien. Moi, j'ai un ami qui est dans une famille assez fortunée et qui fait de l'entrepreneuriat depuis très longtemps. Et comme il a un filet de sécurité incroyable, toutes ses boîtes ratent. Ah ouais. Parce qu'il est tout le temps dans le confort. Il a tout le temps, l'argent est là, il n'y a pas de problème. Si ça foire, c'est pas grave. Donc c'est bien quand même d'avoir un certain déséquilibre. Et tu as essayé de comprendre, d'analyser d'où ça vient cette... Moi, je te prends mon exemple. Quand j'ai créé ma première société à Mabilis, je me suis donné 6 mois qu'on faisait du recrutement d'auxiliaires de vie. Donc, on travaillait principalement avec des partenaires de santé, les assistantes sociales, les infirmiers, les médecins. Et donc, au départ, j'étais tout seul dans la boîte, j'avais imprimé des flyers. Et donc, avec mes petites mains, j'allais rencontrer les assistantes sociales, les infirmiers, etc. Et je leur donnais un flyer, je leur présentais l'entreprise. Et c'est vrai que j'avais cette détermination, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je m'étais fixé un certain seuil de chiffre d'affaires à partir duquel je considérais que cette entreprise était en tout cas un début de succès. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que plus je me retrouvais dans des situations un peu de... En fait, plus je m'embourgeoisais, plus la boîte périclitait, ou en tout cas,
ça n'allait pas. Et donc j'avais toujours ce besoin de me mettre en danger. Et donc, mais d'où ça vient ça? C'est-à-dire que c'est... Je sais pas si tu as fait une psychanalyse, j'en ai pas fait encore, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc... Ça veut dire que oui, c'est très récent, je te raconterai ça. Non mais tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc, moi par exemple, je sais que depuis que je suis petit, j'ai toujours adoré cette sensation, ce sentiment de satisfaction vraiment, quand on crée un barrage, quand on crée un château de sable. Tiens, on ne gagne pas l'argent, mais simplement le fait d'aller chercher les bonnes brindilles, les bonnes branches, de créer quelque chose et de voir, tu vois, ce truc fini, ça te procure un sentiment de satisfaction immense. Ensuite, moi, j'ai analysé un autre truc, c'est que moi, je suis handicapé depuis que j'ai, en gros, l'âge de 10 ans, j'ai un problème musculaire. Et donc, j'ai l'impression que, si tu veux, quand tu es en situation de handicap, tu dois trouver des façons alternatives de faire un truc. Ouvrir une porte, te servir un verre d'eau. Et en fait, ça, c'est quoi? C'est un peu la définition de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il trouve une solution différente, meilleure, à une problématique donnée. Et donc, j'ai l'impression que moi, tu vois, il y a ce truc un peu inné de toujours kiffer, faire des châteaux de sable, faire des barrages, je sais pas pourquoi, couplé à cette, tu vois, à cet handicap qui a un peu cultivé cette nécessité de trouver des façons différentes. Bon. Mais est-ce que toi, tu as identifié des patterns ou tu vois, un truc qui fait que, et pour terminer, dans mon cas, c'est comme si, tu vois, à partir du moment où en fait j'étais trop confort, non, en fait, il faut que je revienne à un truc que j'ai toujours vécu depuis que je suis petit, c'est-à-dire, ah putain, en fait, du coup, je me casse la gueule, donc il faut que j'anticipe. Tu vois, quand j'étais dans la cour de récréation, il fallait que je connaisse les moindres, tu vois, dénivelés, recoins, trucs, machin, parce que si jamais on me poussait, je tomberais, machin, tu vois. Et donc, l'idée, c'est comme si, tu sais, un peu comme les gens qui sont victimes de bourreaux, etc., en fait, se disent, mais putain, en fait, il faut que je revienne dans ce truc psychologique, genre un peu bizarre, où en fait, je suis en insécurité. Bref, je suis un peu long, mais c'était vraiment pour développer cette idée de qu'est-ce qui explique, tu vois, genre parce que du coup, on peut parler de notre réussite en tant qu'entrepreneur, ce qui est bien, la détermination, etc. Bien sûr, moi, je suis convaincu qu'évidemment, il faut avoir de la passion, de la détermination, mais je me demandais qu'est-ce qui fait que, et est-ce qu'on pourrait pas analyser, même, tu vois, pour un fonds de VC, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu nouveau, tu vois, même faire passer une psychanalyse au mec ou aux nanas qui postulent pour être genre entrepreneur, et peut-être être en capacité d'identifier, tu vois, et de dégager des tendances. Tu vois, on se dit, ok, ce gars-là, en fait, depuis qu'il est petit, il adore être en insécurité. Ok, il faut qu'on l'ait dans notre fond, tu vois. Ouais, alors entièrement d'accord avec toi. Moi, le pattern que je vois, il n'y a aucun entrepreneur successful qui est sain ou qui n'ait pas une forme de maladie psy, plus ou moins grave, psy ou moteur, mais en l'occurrence, psy, c'est plus souvent. Je regarde la série sur Apple TV, We Crashed, WeWork, où on te dépeint Adam Newman, le créateur de WeWork, qui est complètement dingue. Alors, en l'occurrence, moi, récemment, je me suis fait diagnostiquer un sujet psy qui est TADA. Alors, c'est très à la mode, c'est trouble et déficit de l'attention. Donc, j'arrive pas à rester attentif. Et donc, en fait, je ne supporte pas l'ennui. Et j'arrive pas à me focus plus de 1 minute sur un sujet. Bah, je pense que ce qu'on appelle TADA, donc mon TADA, j'ai découvert le mot il y a quelques semaines, c'est un de mes moteurs. Parce qu'en fait, ma sensibilité à l'ennui est telle que quand il y a de l'ennui, je ressens comme une douleur physique. Mais vraiment, c'est vraiment, ça me fait un malaise quand je m'ennuie. C'est-à-dire quand je suis aux toilettes, je meurs si j'ai pas un iPhone. Et donc cette sensibilité à l'ennui, c'est ça qui me pousse à créer en permanence pour ressentir quelque chose. Et je vois rarement des gens très scolaires créer des boîtes. Les bons élèves, les gens qui écoutent en cours, qui sont sains d'esprit, qui n'ont pas un pet au casque, font rarement de très bons entrepreneurs. Et donc, moi, si je suis VC et que je vois quelqu'un qui est bon élève, scolaire, avec un bon CV et qui m'a l'air vraiment sain d'esprit, je vais avoir tendance à me méfier. Pourtant, quand tu regardes les boîtes qui sont financées, c'est toujours un peu les mêmes profils, quoi. C'est grandes écoles, blonds... Je crois que c'est que 20% les grandes écoles. J'ai vu une analyse... passer sur LinkedIn. Ouais. En France, on est vraiment mauvais élèves parce qu'on a tendance à ne faire que du top 3 école parisienne ou ingénieur. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais parce qu'on peut se dire aussi que ces écoles sont un peu un système un peu d'écrémage. Et donc, effectivement, on peut se dire que c'est le top du top. Ouais, mais c'est des bons élèves. Voilà. C'est des bons élèves. Le risque pris... Bah, ils prennent pas beaucoup de risques parce que comme ils ont un diplôme, ils ont un très beau filet de sécurité et ils sont pas en situation d'inconfort. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je veux dire, côté VC, c'est plus rassurant. Et surtout, tu vas voir tes LPs et tu leur dis, écoutez, on s'est foiré, on a investi dans des mecs qui n'ont pas le bac
qui parlent à moitié français, les LPistes te diront merci, on te reprêtera jamais plus d'argent. Ouais, t'as Alors raison. que si tu dis, les mecs, les gars, ils sont X, HEC, et donc du coup, il y a ce truc-là aussi qui les tient, c'est-à-dire qu'effectivement, t'as pas du tout intérêt à prendre des mecs qui sortent de nulle part. Ou alors, si t'as pas fait HEC, tu embauches quelqu'un qui a fait HEC. Moi, ce qui rassure mes investisseurs aujourd'hui, c'est pas nous les fondateurs, nous c'est plutôt l'inverse, on leur fait peur, mais c'est les gens qui sont en dessous de nous, qui ont tous fait des super écoles et là, pour le coup, ont des CV impeccables. Mais justement, cette question-là, est-ce que ça vaut pour tous les stades de l'entreprise ? C'est-à-dire que, est-ce que ça rassure tes investisseurs d'avoir, quand tu as 3 salariés, des mecs en dessous de toi qui ont fait HEC Polytechnique ? Je vais te raconter, nous, notre histoire de levée de fonds, elle a mis vraiment longtemps. Moi, j'ai beau avoir fait HEC, pendant 18 mois, je lève des fonds, il se passe rien. Que la première levée de fonds que j'ai faite, c'était 50 000 € et c'était un espèce de hacking bancaire avec la caisse d'épargne du Havre où j'ai acheté un appart avec le CDI de ma copine de l'époque. Donc j'ai utilisé son CDI pour lui faire acheter un petit studio au Havre à 40 000 €, 50 000 €. Et au moment de l'achat, la remise des clés, je le remets en vente le lendemain, je le vends, je récupère les sous sur mon compte et je ne préviens pas ma banque que je l'ai vendu. D'accord. Donc du coup, je garde les sous. J'ai toujours le prêt, je le rembourse tous les mois, mais j'ai utilisé un prêt immobilier pour financer un lancement d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes 50 premiers 1000 €. C'est beau. Voilà, et j'ai tenu 1 an avec ça. Et ça, c'est ça ma première levée de fonds. Et après, on a eu énormément de mal à lever. On s'est fait refoule de partout, quoi. HEC ou pas HEC. Bon, du coup, donc 2019-2020, vous faites 0 € de chiffre d'affaires. 2019, on fait 0 ou pas loin. Ouais. 2020, on commence à rencontrer une certaine demande. Et puis, on commence à faire notre première levée de fonds. Donc là, je la fais avec des business angels. Et il y a un truc assez sympa à faire avec les business angels, c'est que tu les prends dans ton secteur. Donc nous, on était dans la PropTech. Donc tu prends les 15, 20 premiers noms de la PropTech et tu les tapes un par un. Donc par exemple, je suis allé voir les fondateurs de Meilleurs Agents. Je suis allé voir les startups un peu à la mode à l'époque de mon secteur. Et je leur disais, j'ai besoin de 5 000 €. Pas plus. Pas plus parce que mon tour, il est déjà fait. J'ai plus besoin d'argent, je suis déjà là, je suis sursouscrit. Mais en revanche, si j'ai vos 5 000 €, ça va légitimer mon projet et ça va valoriser vos propres parts. Le simple fait que le fondateur de Meilleurs Agents mette son nom sur un deck, il met 5 000 €, elles en valent immédiatement le quadruple. Donc en fait, le type, il met 5 000, elles en valent 20 à partir du moment où il y a son nom. Donc il a rien à perdre. Et je lui dis, et c'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi, si c'est 4 000, ça m'arrange parce que vraiment, ça va me diluer. Je suis trop souscrit. Donc le mec, il se dit, ok. Donc t'as le fondateur de Meilleurs Agents qui met 5 000. Puis après, je vais voir, Stéphane Plaza. Et je lui dis, attends, t'as le fondateur de Meilleurs Agents. Non, en l'occurrence, c'était Nexity à l'époque. Et je les joue les uns contre les autres. Tu sais, comme dans La Vérité si je mens. Tu vois, je dis, et je fais monter la mayonnaise entre des business angels du même secteur et tout. Et toi, t'as mis, ah ouais, j'ai vu que t'avais mis, ok, bah dans ce cas, je mets. Et plus ils voient de noms, moins ils font de due diligence, tu vois, plus ils mettent automatiquement. D'ailleurs, j'ai le même défaut aujourd'hui que je suis devenu business angel et on vient me solliciter les fameux 5000. Et moi, en fait, je regarde juste à CapTable, je regarde s'il y a des noms que je connais et je fais confiance. Si un tel a mis, je mets. Et lui, il a le même raisonnement envers moi. Donc, on se retrouve dans des dossiers pourris où il y a juste nos noms qui sont apparus et on s'est suivis mutuellement. Mais c'est comme ça qu'on fait notre première levée de fonds, en faisant monter la mayonnaise entre les business angels. Et à force de faire monter la mayonnaise, de 5000 en 5000, ça devient du 10 000, puis du 15, puis j'arrive à choper un mec qui met 50. Et puis finalement, j'accélère un peu, mais ça finit à 1 million €, un coût de ticket de 5 et 10 000 €. Donc j'ai une cap table de 150 noms maintenant. Et donc première levée, 1 million €. 2020, oui. Et fast forward, 2 ans et demi plus tard, on avait levé 70 millions € en tout. Donc tu vois, ça allait très très vite. Mais en fait, ça paraît dingue quand tu fais un avant-après, sur une période si courte. Bon, il y avait un contexte favorable. En 2 ans quand même. Ouais. En 2 ans, on a levé, avec la dette, 70 millions €, equity plus dette. Donc tu me disais 50 millions en equity et 20 en non-equity, entre BPI et la dette bancaire. On est passé de 2 salariés à 400 salariés. Ça, c'est incroyable. En 2 ans. Voilà, bon, tout est allé très très vite. Une fois que tu rentres dans le bon track, ça peut partir. Si l'environnement, comme l'était l'environnement dans les années 2020, 2021, 2022, c'était un marché où les VC déployaient des sommes incroyables sur des valos incroyables et on pouvait lever
avec très peu de matériel, on pouvait lever beaucoup. Il y a un mois, tu as levé 12 millions. Oui, alors après, du coup, moi, je suis en levée permanente. Ouais, régulièrement. Là, on a accueilli EDF au capital. Ok. Vous faites 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. On a fait 2 millions en 2020, donc 0 en 2019, 2 millions en 2020. 2021, on a fait 6. 22, on a fait 20. Exactement, 20.1. Et 2023, et en 2023, combien ? 40, on essaye. Et vous êtes parti pour... le démarrage est un peu dur parce que le contexte n'est pas hyper favorable avec la hausse des taux d'intérêt, mais on a plus d'une corde à votre arc. Tu me disais donc trader de dérivés à agent immobilier. Ouais. Vous avez 5 activités. Donc Mastéos, on aide les gens normaux comme toi, comme moi, vraiment des profs d'école, des gens tout à fait normaux qui gagnent en moyenne 3 000 euros par mois, donc pas du tout une boîte pour enrichir les riches. Et on en parlera, mais c'est important aussi d'avoir un minimum d'impact sociétal. Donc on aide des gens normaux à se construire un patrimoine immobilier en les aidant à exploiter leur capacité d'emprunt, parce qu'on a tous une capacité d'emprunt tant qu'on a un CDI qui est relativement... C'est combien ? En l'occurrence, c'est 35% de tes revenus que tu peux dédier à un emprunt immobilier qui, dans le locatif, a vocation à s'auto-rembourser. Donc tu fais vraiment travailler l'argent des autres, où tu as la banque qui va financer ton bien et tes locataires qui vont rembourser ta banque. Donc c'est quand même relativement sympa d'un point de vue financier d'avoir de l'argent qui tourne sans qu'on ait nous à en mettre beaucoup. Et avec Mastéos, sans qu'on ait à mettre beaucoup d'énergie, parce que Mastéos s'occupe de tout. On trouve le bien, on le rénove, on le meuble, on met des locataires dedans, on fait la gestion, et tous les frottements qu'il y a au sein de ce parcours, on essaye de les encaisser, nous, pour que ce soit un long fleuve tranquille pour le client. Tu as 5 activités ? Transactions, réno, meubles, gestion, et là on en a une 5e avec EDF au capital, qui est la rénovation énergétique des biens qu'on propose à nos clients. Tu as commencé par quelle activité ? Alors, là, quand on est en 2019, donc tu es au Havre. Ouais. Et au Havre, en fait, j'ai pas un master plan où j'ai une vision d'un truc clé en main. Je me dis, je vais juste être intermédiaire immobilier, donc je fais la transac. Et puis là, mon client il me dit, mais attends, qui est un pote du coup à l'époque de campus, qui me dit, non mais moi les travaux, tu les gères en fait. Bon du coup, je rajoute ma brique travaux, je ramène GG le roi du placo. Et après sur la gestion, pareil, je vais, en l'occurrence c'était à Lille, je croise dans les parties communes d'un immeuble. Où il y avait des gens qui se piquaient à l'héroïne. C'était en banlieue de Lille. Je croise un des stagiaires de chez Foncia qui avait cet immeuble en gestion. Donc là, moi, c'était l'immeuble de mon client et lui, c'était le gestionnaire de l'immeuble, pour le vendeur. Et je lui dis, mais toi, tu es stagiaire chez Foncia, tu sais gérer des cas complexes et il n'y a que des drogués dans l'immeuble. Est-ce que tu peux venir m'aider, moi, sur ma filiale gestion ? Et donc voilà comment j'ai créé ma filiale gestion. J'ai le roi du placo sur les Rano et ce type sorti du fin fond de la banlieue lilloise sur la gestion. Et ça s'est vraiment créé au fur et à mesure que j'avançais avec mon client dans ses propres difficultés, et donc les briques se rajoutent. Puis là, les gens nous disent, mais attends, la compta, mais comment on fait ? La compta locative, la fiscale qui va s'en occuper ? Du coup, il va falloir qu'on le rajoute. Et le courtage de prêt, tu vois ? Et c'est comme ça qu'on crée un modèle qui package tous ces problèmes rencontrés par nos clients, mais au fur et à mesure qu'on les rencontre. Et des 5 activités, c'est quoi la plus pénible ? Les travaux. Ouais. Horrible. Là, vous faites comment ? Vous avez salarié des maçons Historiquement, on avait salarié des ouvriers, maçons, plaquistes, etc. À un moment, on a eu une centaine sur la payroll, donc littéralement en CDI. Donc on avait plus de 100 salariés en CDI. Non, mais c'est une vraie question. Comment tu fais ? Comment tu gères le gap de niveau entre tes interlocuteurs traders clients et tes maçons? Il faut les intégrer et en fait on n'est pas si éloigné quoi, mais il faut juste aller sur les chantiers, déjà montrer que tu es là, donc aller physiquement sur les chantiers, poser le placo avec eux, montrer que tu es en fait au même niveau et qu'on fait tous les travaux ensemble, vraiment les intégrer. Nous on leur a donné des BSPCE. Ils étaient inclus dans tous les événements Mastéos comme des salariés à part entière, quoi. Donc il n'y a pas de division des deux mondes. Après ça n'a pas fonctionné parce que dans le BTP le salariat fonctionne assez mal. Très vite tu es tenté par faire des chantiers au black après 17h, tu fais beaucoup d'absentéisme parce que tu as un salaire et c'est trop confortable pour qu'un chantier avance, donc du coup c'est des modèles qui ne fonctionnent pas. Donc en fait on a décidé de externaliser cette partie et de garder l'ingénierie travaux, c'est-à-dire les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, les architectes. Et donc c'est la filiale la plus dure. Ok, donc la partie travaux qui est la plus chiante. Et est-ce que tu crois que, tu vois, moi quand j'ai lancé Amabilis, les gens m'ont dit ah là t'as fait Sciences Po pour d'abord créer ta boîte, complètement con, enfin pourquoi t'as fait Sciences Po pour faire ça, tu peux pas prendre un job bien payé, sécure, etc.
Donc ça, c'était une première question qu'on m'a posée. Et une deuxième question qu'on m'a posée, c'était comment tu vas faire une sorte de mépris, tu vois, genre tu vas manager des auxiliaires de vie qui ne savent pas parler français, etc. Et si tu veux, moi, je sais pas, j'ai la chance d'avoir... Certainement, ça vient de mon père qui s'entendait avec n'importe quel type de personne, que ce soit une secrétaire ou un grand patron. Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi un peu c'est une clé de réussite, tu vois, mais d'être à l'aise, en fait, avec n'importe quel interlocuteur et de pouvoir, en fait, assez simplement, assez rapidement, renifler les gens, comme dit François Pinault, et de se poser la question de savoir, en fait, est-ce que je pourrais traverser la jungle avec ce mec-là ou cette nana-là ? Et peu importe, en fait, si j'ai besoin d'auxiliaire de vie, très bien. Si j'ai besoin d'un CFO, peu importe. En fait, à la fin de la journée, c'est est-ce que ce mec-là ou cette nana-là va me planter, va faire le boulot ? Je pense pas que ce soit une clé de réussite de savoir parler à toute catégorie. Ouais. En revanche, c'est une clé d'échec si tu le sais pas, c'est sûr. C'est-à-dire que si jamais dans ta tête, il y a une distinction entre des mondes ouvriers et à la sauce marxiste, c'est foutu. Tu ne peux pas inspirer. Si tu as une personnalité où tu viens d'un milieu social qui te rend difficile la communication avec les aides ou les ouvriers, c'est impossible que tu inspires ton public et que tu inspires tes salariés. Et que, je ne vois pas comment c'est possible. Ouais. Et alors, ce que tu dis, ça me fait penser à un autre truc. Est-ce que, tu vois, moi, j'ai ma grand-mère, très proche de ma grand-mère, qui était très à gauche. Est-ce que tu crois qu'on peut être entrepreneur et être de gauche ? Je dis ça pourquoi ? Parce que moi, ça a été à la fois... Ma grand-mère a été très importante pour moi, a été vraiment toujours en soutien, pas du tout dans le business. Pour autant, elle connaissait mieux que moi mon chiffre d'affaires hebdomadaire, le nombre de salariés que j'avais, le nombre de clients. Elle m'appelait toutes les semaines, je lui disais « T'as combien de salariés ?» J'en ai 180. Je comprends pas, tu m'avais dit 185 la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ok, donc elle était en soutien. Et donc ça m'a beaucoup servi. Pour autant, ça m'a aussi, et un peu moins aujourd'hui, mais peut-être toujours un peu, freiné dans bien des situations. Parce que tu te dis « Non, mais là, je suis pas gentil, je suis pas tolérant. » Si tu veux, toutes les valeurs qui sont prônées par les gens de gauche, de tolérance, de bienveillance, en fait, on devient schizophrène un peu. Exactement. Oui, alors il faut être bienveillant, mais si ton salarié, ça fait 3 fois que tu lui demandes de faire la tâche X et qu'elle ne la fait pas, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire que tu continues à lui dire c'est pas grave, on continue. À la fin de la journée, il faut payer les salaires. Ouais. Et puis ensuite, tu te poses d'autres questions. Tu te dis, mais en fait, la justice, c'est quoi ? Le mec qui branle rien. Je suis gentil, machin. Et l'autre qui se démène. Mais en fait, est-ce que c'est juste ? Il y en a un qui bosse comme un fou, l'autre qui branle rien. Ouais. Mais comme je suis gentil, que je suis tolérant, que je suis de gauche, je suis curieux d'avoir ton... Ouais, c'est un combat de tous les jours, cette schizophrénie. J'ai un peu de mal avec le spectre politique, mais on peut dire que j'ai une sensibilité plutôt de gauche. Et en fait, quand tu as le rôle du patron, c'est complètement schizophrénique parce que t'es côté salarié, mais tu as ton business plan et tu vois que l'équation ne fonctionne pas si cette personne reste. Et tu dis, mais je peux pas le virer, genre je le kiffe déjà. Et puis je vais le mettre, je vais le mettre dans la rue, quoi. Enfin, il a pas assez d'ancienneté pour se toucher un chômage longtemps. Moi, j'ai été au chômage 6 mois à manger des produits périmés, je sais ce que c'est. Et c'est impossible à gérer cette situation. Et donc, moi, j'ai trouvé une espèce de combo good cop, bad cop au sein de ma boîte où il y en a un qui est méchant. Moi, je n'arrive pas à licencier quelqu'un. Physiquement, je n'y arrive pas. Pourtant, je dois le faire. J'ai une pression actionnariale. Et en fait, pour que les autres survivent, parfois, tu dois licencier. Parce qu'il y a d'autres familles qui dépendent de ce licenciement pour vivre. Les conditions de travail, je suis ultra laxiste. Donc, ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Ils amènent leurs chiens. Ils viennent... Enfin, je veux dire, ils posent... Je m'en fous du nombre de RTT qu'ils posent ou des vacances. Mais le problème, je m'en suis rendu compte, c'est que cette culture ultra laxiste, elle donne lieu à des dérives inévitables qui affectent la performance de la boîte de manière vraiment grave. Et moi, j'ai une boîte. Bon, depuis, ça a été un peu recadré par mes actionnaires, mais qui dérivait totalement. Qui à un moment, l'ambiance était tellement laxiste que les gens arrêtaient de travailler. Ah ouais. Ah non, mais ça se voyait dans les perfs. C'est-à-dire que, c'était ridicule. Je vais pas te donner les détails, mais donc c'est hyper dangereux et c'est dur à gérer éthiquement, moralement. Et puis en même temps, on a quand même envie de te dire, tu as fait en 2 ans 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en 2022, tu fais 20 millions de CA annuels. Qu'on a envie de te dire, ça a plutôt bien marché, quoi, le laxisme. Ouais, mais combien j'ai mis en face pour générer 20 millions, tu vois ? J'ai mis 40 en face. Donc,
tu vois, j'ai quand même dû distribuer des revenus à des gens qui faisaient pas grand-chose avec mon aval. Hein. Et donc là, maintenant, j'ai une pression actionnariale pour revenir un peu en arrière là-dessus. Donc imposer les horaires de bureau. Parce que tu le disais, du coup, donc 400 salariés. Ouais. Tous les gens qui bossent pour toi te vouent un véritable culte. Est-ce que tu es un gourou? Alors, il faut incarner dans une start-up une certaine vision. J'ai vu des vidéos de toi en train de faire le chien en plein milieu de l'open space. Voilà, ben ça c'est mon côté de gauche. Et comme j'ai un problème avec l'ennui, je pars du principe que c'est pareil avec les autres. Donc je suis toujours à essayer d'entertainer les troupes du mieux que je peux et à cultiver l'humour et le côté décalé en permanence. Donc oui, moi mon rôle c'est vraiment entertainer à mi-temps et le reste du temps je vais lever des fonds. Et tout ça pour dire, ouais, c'est quand même bien d'avoir un leader à qui tu peux te rattacher dans une start-up. Parce qu'une start-up, pour recruter des talents, soit tu signes des gros chèques, mais le principe d'une start-up, c'est qu'elle est limitée en termes de financement, et soit tu as quelque chose à offrir qui dépasse l'argent, et ça peut être soit une personnalité qui attire, soit une vision qui rassemble aussi. Mais si tu n'as pas une vision, il faut que tu aies une personnalité, et le mieux, c'est d'avoir les deux, et en plus de bien payer les gens, c'est pas mal. Mais en tout cas, en termes de personnalité, en entrepreneuriat, il faut éviter d'être tiède, selon moi, pour être visible dans les médias ou dans l'écosystème ou au sein de tes équipes. Les personnalités tièdes et scolaires font rarement florès. Oui, on parlait du coup du complexe de la taille. Et j'ai remarqué que chez les entrepreneurs, les VC et de manière générale, chez les capitalistes, il y a vraiment ce complexe-là, il faut que ça soit toujours énorme, il faut que ça soit huge, il faut que ce soit profond. Une connotation, c'est très sexuel aussi. Pourquoi il y a toujours ce truc-là, putain, il faut que ça soit énorme, quoi. En fait, t'as beaucoup d'ego dans l'entrepreneuriat, ce qui rend certaines décisions irrationnelles. Par exemple, dans les périodes de downsizing, quand tu vas voir ton manager et que tu dis dans ton équipe, t'as besoin de qui, ils vont toujours essayer de maximiser le nombre de personnes sous leurs ordres. Donc ils auront toujours besoin de tout le monde. Alors qu'en vérité, tu peux fonctionner avec moitié moins, mais il y a cet ego qui vient faire que je veux être manager d'une grosse équipe. Donc tu vas avoir des mauvais retours de tes managers sur le nombre de ressources nécessaires. Bref, nous, par exemple, les vanity metrics qui servent absolument à rien et sur lesquels on passe beaucoup de temps, c'est le nombre de followers sur LinkedIn, quoi. Ouais. Ça, c'est un vanity metric. Tu vois, je le montre à tout le monde, mais à la fin de la journée, c'est est-ce que tu es rentable, est-ce que tu génères du chiffre, etc. Et tu parlais de la taille. Et en fait, il y a un moment qui concerne 100% des startups successful, c'est la crise de la taille, la crise de croissance qui arrive inévitablement. Je crois que YC Combinator, là, tu vois, l'incubateur un peu connu aux États-Unis, une de leurs règles, c'est every startup, at some point, becomes badly broken. Et c'est inévitable. Tu grossis trop vite, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas grossir à la bonne vitesse, ça n'existe pas. Tu regardes tous les Gorillaz, Encore Store récemment, c'est des boîtes qui explosent et qui doivent downsizer précipitamment. Tu peux le faire de manière plus ou moins violente, mais nous, effectivement, encore une fois, en 2 ans, on est passé de 2 à 400 salariés, on est passé de 2 millions à 20 millions de chiffre d'affaires, on a levé 70 millions d'euros, tout est allé très très vite, et on a explosé en vol. Et pas que au niveau business, au niveau culture, et ça t'en parlais, la culture du début, évidemment, quand t'es 10 dans un garage, en fait, on est frères et sœurs, on a une énergie incroyable. Les gens acceptaient de venir bosser pour nous sans être payés. Tu vois, Tanguy de Ferrière, qui est un de mes late founders, il a passé 1 an sans salaire. Les mecs sont passionnés par le projet, tu as une énergie de malade. Et puis après, tu grossis, et puis tu as des actionnaires, des boards, des comex, des steering committees, des leadership teams, des réunions dans tous les sens, des process. Maintenant, tu as des horaires de travail, il faut poser des RTT dans un logiciel. Il n'y a plus du tout cette énergie familiale du début. Et les gens, ils ne comprennent plus. Ils étaient venus parce qu'il y avait Thierry qui faisait des blagues et des splits au bureau. Et puis ils se retrouvent en mode KPMG la défense, quoi, en termes d'ambiance. Et là, c'est la désillusion, le désenchantement. Et les actionnaires qui commencent à dire burn est peut-être un peu trop là, c'est plus du tout la même époque. Maintenant, le burn, c'est plus à la mode. L'hypercroissance, c'est plus à la mode. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est la profitabilité. Ah oui, bah là, pour être profitable, il va falloir cutter un peu. Et du coup, l'ambiance change du tout au tout. Donc cette crise de croissance, elle est inévitable. Et moi, je trouve ça positif de la vivre parce que ça montre que tu es arrivé suffisamment loin. Pour en faire l'expérience, ça veut dire que ta boîte a suffisamment grossi. Donc, a priori, c'est le signe du succès de passer par cette crise de taille.
qui est dur pour les salariés, pour le fondateur qui avait sa petite boîte où tout le monde se kiffait. Et puis là, ça devient un peu plus individualiste. Tu citais les syndicats. Toi, tu as vécu la même chose chez Amabilis, je crois. Ouais, tu étais comme moi, l'entrepreneur fou du début que tout le monde kiffait. Et puis à un moment, tu t'es pris des process, des RH. Là où j'ai commencé à me dire qu'on n'était plus cette start-up était toujours dynamique et en croissance, mais en tout cas, cette dynamique un peu folle des débuts, c'est quand on a commencé à se dire, bon, est-ce qu'en signature, on ne mettrait pas un mot comme quoi on ne doit pas répondre aux mails après 17h. Alors là, je me suis dit, putain, dans les débuts, c'était pas ça, quoi. Dans les débuts, c'était, je veux dire, on avait un nouveau client qui nous appelait à 20h30, on était là jusqu'à 2h du matin à se taper toute la liste des CV pour mettre en place la putain de prestation et qu'il y ait Presta qui commence dès le lendemain, tu vois. Ouais. Et alors là, on se dit, bah ouais, mais non, du coup, c'est pas légal. Et alors peut-être il y a des gens qui vont être d'accord, mais d'autres non. En tout cas, pour Amabilis, c'est vrai que quand on a atteint, quand j'ai vendu, donc moi j'ai vendu la boîte il y a 1 an, on était 250 salariés. Moi, ça m'a fait vraiment moins kiffer. C'est-à-dire que le fait d'avoir des process dans tous les sens, alors de mettre en place les process, ça m'a vraiment... j'ai aimé. En fait, ce que j'aime, je crois, c'est identifier une problématique, structurer un business, emmener les gens avec moi, élaborer des process. Et ensuite, j'ai l'impression que ça me fait chier. Et ensuite, t'embauches quelqu'un pour le faire. Exactement. Toi, comment t'as fait, comment tu vis justement ce passage de start-up avec Thierry? Bon, tu continues à faire le chien dans les... Oui. Ça, tu n'as pas arrêté. Tu peux le faire là, si tu veux. Ouais. Aouh! Aouh! Ça, c'est quoi le Spitz? Le Spitz. Ouais. Spitz de Pomeranie, oui, absolument. D'accord. Comment tu fais pour passer justement d'une start-up familiale? Alors ça, c'est une autre question que je veux te poser. Moi, avant, je me disais, oui, on est une famille, on est tous animés par la même vision, Ok. Et alors, ça fait très bullshit ce que je veux dire, mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus exactement la même vision. C'est-à-dire que je me dis qu'en fait, on doit être une équipe, avec chacun à son poste, chacun à ses responsabilités. Et tout de suite, quand tu vois ça comme une équipe, alors ça fait développement personnel à 2 balles, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que du coup, dans une équipe de sport, le mec qui doit buter, s'il bute pas, tu le dégages. Et en fait, c'est beaucoup plus sain. Est-ce que toi, tu vois ton équipe comme une famille, ou justement plutôt comme une équipe de sport? En fait, je pense qu'il y a un chiffre à pas dépasser, et quand tu as trop de monde dans une équipe, ça perd de son énergie sportive. Donc moi, ce que j'essaye de recréer, c'est des petites équipes qui bossent bien ensemble, mais qui fonctionnent à l'échelle d'équipe. Et c'est pour ça que j'ai des filiales où en fait, tu fais partie de la filiale rénovation énergétique, ou la filiale rénovation tout court. Et le problème, c'est que plus tu grossis, plus les liens se distendent, plus l'énergie se délite, et c'est inévitable. Et en fait, quand tu réduis la taille des équipes, tu recrées de l'énergie et la productivité explose. Et c'est incroyable à vivre, ça, de voir, tu te dis, mais alors, si lui, il part, je ne sais pas comment je vais faire pour gérer. En fait, je gère 2 fois mieux qu'avant. Et concrètement, ça veut dire que tu fais des équipes quoi, de 7 personnes? 7, c'est le chiffre magique. Si tu dépasses, s'il faut plus que 2 pizzas pour nourrir ton équipe, c'est qu'elle est trop grosse. Donc, au-delà de 2 pizzas, pour un déj, il faut que tu resize. Et donc toi, par exemple, tu as mis en place un process qui dit que par équipe, par team, tu as max 7 personnes. Alors, je ne l'ai pas processé, mais je me rends compte que en réduisant la taille des équipes, tu recrées du lien, de l'énergie, etc. Donc la taille a beaucoup d'importance, et là, c'est l'inverse. Faut pas devenir trop gros. D'accord. Et c'est un vanity metrics, parce que moi, en tant que fondateur, pouvoir dire à ma mère, j'ai 400 salariés, et voir la fierté dans ses yeux, ça a beaucoup de valeur pour moi, mais pour mes actionnaires, ça en a beaucoup moins. Donc ça, c'est un vanity metrics débile de vouloir dire à tout le monde que tu as 400 salariés, alors que c'est juste une preuve d'échec, quoi. C'est que ton modèle, il est trop people intensive, ça fonctionne pas. Tu es une boîte tech, tu devrais même pas avoir de salariés. Tu vois, les vanity metrics de taille, ils créent des décisions irrationnelles. Et justement, donc on est une boîte tech, donc on devrait avoir le minimum de personnel. Tu peux nous parler un peu des façons que tu as de convaincre un VC? On parlait tout à l'heure de l'importance de, pas faker, mais en tout cas d'habiller la mariée. Est-ce que tu peux nous donner des astuces sans mentir ou sans escroquer? L'objectif, évidemment, c'est de lever de l'argent et c'est de mettre en valeur ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Ouais, alors c'est
C'est pas exactement comme quand tu vas négocier un prêt immobilier, où là, vraiment, c'est totalement affranchi de toute émotion, tu vas essayer de maximiser ton prêt. Là, tu as quand même un partenaire de long terme, hein. Donc tu peux pas bullshitter. En fait, tu vas vendre une vision et tu vas raconter une histoire. Est-ce que cette personne adhère à ta vision, à ton histoire, oui ou non, et tu peux éventuellement vendre une vision qui dépasse ce que tu penses être capable de faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé à pitcher, à raconter une histoire, l'histoire Mastéos a envoyé une vision au VC, je me disais, oula, j'abuse un peu là, je survends ma vision. Et quand je dis, je vais peut-être faire 10 millions de chiffres d'affaires dans 2 ans, je me suis dit, oula, Thierry, là, tu vas un peu fort sur les chiffres. Et en fait, j'ai fait 20. Tu vois, donc, c'est pas grave d'être un peu énergique dans la manière dont tu racontes ton histoire. Moi, ce qui me fait un peu de peine en ce moment sur les gens qui viennent me voir pour lever des fonds, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'argent à distribuer parce que j'ai pas vendu de parts, donc je peux mettre que des micro-tickets. C'est le manque d'ambition. C'est incroyable. C'est pas très compliqué d'être ambitieux. Pourtant, c'est vraiment pour moi ce qui distingue les entrepreneurs qui réussissent ou pas. Enfin, t'es là pour conquérir un marché, quoi. T'es pas là pour payer ton loyer. Je veux dire, si t'es entrepreneur, soit t'es là pour prendre tout le marché et me vendre une vision qui n'a pas de fini. Je veux pas avoir de fini, de limite à ta vision. Donc moi, je n'investis que chez les gens qui me vendent de l'infini. Donc, raconter une belle histoire, c'est la skill numéro 1 d'un entrepreneur qui est chargé de lever des fonds. Aller chercher des beaux noms qui crédibilisent le dossier, c'est pas purement superficiel parce que c'est des gens qui ont une expertise à t'apporter. Donc, si tu les as onboardés, évidemment, ils vont te donner des conseils. La tech, ça nous a aidé. Moi, j'ai réussi à récupérer un ancien fondateur de Conto en tant que CTO qui s'appelle Gabriel Klein, qui était le premier salarié Conto et qui était le CTO de Conto et qui a monté une équipe tech de 40 personnes aujourd'hui. Bon, avoir de la tech, c'est quand même ce qui montre, tu vois, c'est pas la tech en tant que tech, c'est pas un gadget, mais ça montre que tu as quand même la volonté d'innover. Donc c'est une ambition sans limite et une volonté de vraiment changer les choses. La tech peut être un moyen de le faire, en tout cas c'est ce qu'il y a de plus visible côté VC. Donc c'est pour ça que si tu arrives sans tech, il faut que tu sois capable de démontrer autrement que tu es là pour casser complètement les codes du marché. Mais tu n'as pas besoin non plus de réinventer la roue, tu vois, nous on a juste mis les travaux avec la transaction et la gestion, on n'a rien, et puis une app. Et c'est déjà pas mal, il n'y a pas besoin d'envoyer des fusées sur la Lune. Faire un petit effort en faveur de l'innovation et raconter une belle histoire. L'histoire, le storytelling, c'est la seule skill où tu dois vraiment t'entraîner, prendre des cours, te faire coacher si tu es entrepreneur. Parce que tu dois raconter une histoire à tes salariés, une histoire à tes investisseurs, une histoire à tes clients. Et il faut que tout le monde soit convaincu par ton histoire. Comment tu fais quand tu as un fonds comme ça, justement tu as 100 000 balles. C'est quoi, tu lèves 1 million puis 10, puis 50. Ouais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois des succès un peu fulgurants, comme le tien, comme Mastéos, en tout cas d'un point de vue croissance, tu peux te dire, en fait, c'est des mecs qui... Ça se passe comme ça en un éclair. Et ce qu'on oublie de voir, c'est que ça se fait vraiment un pas devant l'autre. On parlait du fondateur de KKR que j'ai eu la chance de rencontrer, Henri Kravis, qui me racontait, bah oui, j'ai créé le fonds d'investissement le plus célèbre au monde. Mais en fait, ça a pris 35 ans, et quand on a commencé, on avait 100 000 $ en poche, et puis on a réussi à lever 100 000 de plus, et puis un pas devant l'autre. Et moi, tu regardes l'aventure Mastéos, c'est tellement laborieux. Et en fait, oui, à la fin, il y avait 400 salariés, mais en fait, au début, il y en avait 2, puis 3, puis 4, et puis même moi, en tant que manager, ou en tant que... quand je prends la parole, maintenant, j'ai l'habitude, donc ça va un peu mieux. Mais d'abord, je prends la parole devant 2 personnes, puis 3, puis 4... j'ai levé d'abord 50 000, puis 100 000, puis 1 million. Moi, j'adore la force athlétique, tu sais, en haltérophilie. Mon délire en ce moment, c'est de soulever des charges lourdes. C'est pas exactement de la muscu, c'est des trucs où tu fais qu'une seule répétition, mais très très lourde. Et ce que je trouve marrant là, dans ce sport, c'est un sport un peu de loser où tu peux pas perdre parce qu'en fait, tu rajoutes toujours 10 grammes de plus à la séance d'après. Et en fait, ton muscle, il s'adapte. Et puis, il peut toujours... Pas 10 grammes, tu rajoutes... En l'occurrence, moi, je rajoute 125 grammes à chaque fois. En fait, ton muscle peut toujours soulever 125 grammes de plus. Tu ne peux pas perdre à ce sport. Donc, tu as juste besoin d'être patient voilà. Et l'entrepreneuriat, c'est rajouter 125 grammes. Et à la fin, tu sais communiquer à 400 salariés, tu sais prendre la parole devant un média, tu sais gérer des actionnaires sur des montants à 50 millions. Mais ça ne vient pas d'un coup. C'est vraiment très progressif. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas se dire, moi, jamais de la vie, je pourrais parler devant tant de gens, je pourrais manier ce montant-là, 50 millions, 10 millions, etc., parce que je ne suis pas fait pour ça. Personne n'est fait pour ça, en fait. Juste, en fait, au bout de 3 ans, c'est 1000 jours. Au bout de 1000 jours, si tu augmentes de 1% par jour, tu finis par y arriver, ton corps s'adapte,
ton mental s'adapte. Voilà, ça vient pas en un coup. Est-ce que tu es d'accord pour dire que la motivation première quand on entreprend, c'est l'argent? Je te dis ça parce que j'ai rencontré énormément d'investisseurs, d'entrepreneurs qui à chaque fois me disent « Ah, mais si ta motivation, c'est l'argent, laisse tomber, ça va pas marcher. » Mais moi, ma première motivation, c'est de gagner de l'argent. Ma première motivation, c'est de gagner de l'argent. Et après, effectivement, je vais réfléchir à un sujet qui me passionne, dans lequel je vais me donner corps et âme, mais la première motivation, c'est quand même de gagner de l'argent. Si demain, Mélenchon est élu et qu'on repasse à un système communiste, je pense que je suis plus entrepreneur. Ou alors peut-être, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la motivation première, c'est pas l'argent systématiquement? Et est-ce que c'est un peu pas bullshit de dire aux gens, et un peu même snob, depuis que j'ai arrêté Amabilis, depuis que j'ai revendu, etc., c'est vrai que tu te prends un peu à donner des leçons, etc., et à oublier la merde que c'était. Moi, je me tapais, j'habite dans le 7e, j'avais des clients à l'autre bout de Paris, dans le 11e, dans le 20e arrondissement. Putain, c'était mes premiers clients. Je me souviens de ma première cliente, c'était 60 000 € de chiffre d'affaires annuel. Mais je m'en branlais, il pleuvait, il neigeait, j'y allais, quoi. Ma question, c'est est-ce que la motivation première quand on entreprend, c'est pas l'argent? C'est très bizarre le rapport à l'argent pour un entrepreneur, parce que déjà, t'en vois pas la couleur avant très longtemps. Toi, t'as mis combien d'années avant de toucher ton premier centime? Moi, c'est simple, je me suis jamais versé de salaire. C'est-à-dire que la première année, donc au bout de 6 mois, on a commencé à faire du chiffre d'affaires. Ton premier centime, tu l'as touché quand? En fait, moi, j'ai commencé à me verser un salaire la première année. Bon, au bout de, 8 mois, on a commencé à faire du chiffre d'affaires. J'étais tout seul dans la boîte, donc pour me motiver, je me payais, je sais plus, X% du chiffre d'affaires. Et en fait, je me payais 1500, 2000, 3000 net par mois. Ça coûte 70 000 € par an à l'entreprise. Et alors là, du coup, je me suis posé la question de savoir à quoi ça sert l'argent. Et en fait, je me suis dit, mais l'argent, ça sert à partir en vacances, à aller au resto et à payer son appart. Et en fait, moi, mon kiff, c'est quoi? C'est de faire grossir la boîte. Et donc, en fait, j'ai pris la décision à ce moment-là. Je me suis dit, mais plutôt que de me verser un salaire avec ces 6 000 € par mois que ça coûte, avec les 6 000 €, je peux recruter 1 voire 2 personnes qui vont m'aider à développer la boîte plus encore. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. La décision que j'ai prise, c'est de me dire, je vais réinvestir mes gains dans la croissance de la boîte. En fait, tu l'as, la réponse, c'est ta capacité à tolérer une gratification retardée dans le temps. Ouais. Tu sais, l'expérience du cookie qu'on met devant des gosses et on mesure combien de temps ils mettent avant de se jeter sur le cookie quand on leur donne l'instruction d'attendre. Ou des chiens, pareil. C'est ce qui me différencie de l'animal, c'est peut-être cette capacité à avoir de la delayed gratification. Le rapport, il est super ambigu. Par exemple, mon associé Maxime, il a un rapport trop bizarre à l'argent parce qu'il dépense rien, il s'en tape, il parle jamais d'argent, ça l'intéresse pas. Et en même temps, il est au centième de pourcentage sur les négociations d'equity. Et c'est même plus de l'argent pour lui, c'est un symbole, tu vois. Moi, mon rapport à l'argent est trop bizarre parce que, tu vois, j'en ai pas gagné avec Mastéos, j'ai jamais vendu de part, je sais même pas si un jour je pourrais en vendre. Je me suis beaucoup endetté, je vais avoir 300 000 € de dette en perso pour lancer la boîte, à force d'emprunter à droite et à gauche. Combien ça gagne un CEO d'une boîte qui a levé ça gagne pas, 70 millions? Non, mais ça gagne pas. Tu vois. Moi, là, on me demande de faire un effort sur les coûts. Bon, mon salaire, il saute, quoi. C'est le premier truc qui saute, c'est mon salaire, si tu veux. Ça, et peut-être les croquettes pour Spitz. Mais comment tu fais pour vivre? Non, mais je vis parce que je vis. Il y a quelques dépenses qui passent sur la boîte, notamment mes vacances à Ibiza. Non, je rigole. Non, il y a des dépenses qui passent sur la boîte, et puis après, je me verse un salaire random juste pour survivre, quoi. Mais moi, je m'endette. Plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus mes dettes s'accroissent, comme dirait Gégé le roi du placo. Et donc, j'ai pas touché un centime. Et est-ce que je suis heureux? Oui. En fait, moi, ce qui m'excite, c'est de vivre ça, quoi. C'est un truc incroyable à vivre. De grossir comme ça et puis d'avoir le... Et tu vois, on parlait tout à l'heure... Je le ferai gratuitement pour te répondre. Après, je sais qu'il y a de l'argent au bout à un moment, peut-être dans 5 ans, j'en sais rien. Mais bon... Mais tu vois, on parlait de la notion de gauche-droite. Bon, moi, je sais pas si je suis de gauche ou de droite. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'être de gauche, c'est trop exigeant. Tu vois, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère qui vraiment... En fait, c'est vraiment 2 mondes différents. C'est-à-dire que... Alors, après, peut-être que ma grand-mère était très à gauche. Mais c'est vrai que moi, j'ai été choqué quand... Pendant mes études, on m'a expliqué que la règle numéro 1 d'une entreprise, c'était de faire du profit. Alors, peut-être un peu moins pendant les années folles du VC, où l'idée, c'était plutôt de cramer du cash et de faire du CA plutôt que de la rentabilité. Mais bon, quand même, au bout des courses, à la fin de la journée,
L'idée, quand même, c'est de pouvoir dégager un résultat. Ça, c'est une notion qui est totalement étrangère à ma grand-mère. C'est-à-dire que si on lui parle de l'idée, mais comment on fait à la fin de la journée pour payer les gens ? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, l'argent, il tombe du ciel, quoi. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que comment on fait pour être entrepreneur, être de gauche, c'est possible. Bon, déjà, à partir du moment où tu crées de l'emploi, ça répond à certaines valeurs de gauche, quand même. Tu crées 400 emplois, tu dis, bon, tu fais baisser le chômage, c'est quand même l'obsession déjà de la gauche. Alors, j'ai pas mal de choses à te dire là-dessus. D'abord, sur le fait de générer un résultat, il faut savoir que c'est pas la mode chez les startups, en tout cas pas en 2022. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est presque une opération anticapitaliste, parce que tu vas chercher l'argent de fonds américains et tu le redistribues à perte à plein de familles françaises, à plein de salariés. Et c'est pas l'argent que a créé ton business, c'est littéralement l'argent d'un fonds américain. Et tu burnes et tu envoies plein d'argent à plein de salariés français sans créer de bénéfices, tu vois. C'est malsain financièrement, mais en tout cas, si t'es de gauche, c'est merveilleux. C'est de la redistribution de richesse. C'est Robin des Bois. Je prends l'argent à un fonds US, je distribue à des gentils salariés français. Bon, déjà. Deuxièmement, le résultat en tant que tel, je pense pas que ça soit du caca de faire du profit, mais en revanche, tu as une certaine pyramide de Maslow qui s'installe quand tu crées un projet, où au début, tu essayes toi de survivre. Moi, quand je crée Mastéos, c'est parce que j'en ai marre du RSA. Donc déjà, j'essaye de survivre. Une fois que tu as assuré ta survie, tu finis par arriver vers une quête de sens. Et tu as du mal en tant qu'entrepreneur, je sais pas si tu en es arrivé à ce stade de la pyramide, à te dire, je vais générer du profit sans générer du sens. Alors au début, ça paraît bullshit, mais je te jure qu'à un moment, ça t'habite, tes salariés te le demandent. Les gens te disent, attends, il est où le sens de tout ça ? Parce qu'on se donne à fond. Est-ce qu'on peut avoir un impact sociétal un minimum positif, quoi. Et c'est pour ça que nous, on se lance dans la réno énergétique aussi, parce que c'est un tiers de l'empreinte carbone. Donc si tu as un minimum de conviction écologique, tu commences par là. Avant de prendre des douches froides, tu fais de la réno énergétique. Nous, on œuvre pour le bien-être des locataires à travers une marque dédiée. On essaye de construire le patrimoine de gens qui ne sont pas forcément susceptibles d'en construire un. Bon, voilà, il y a des impacts positifs qu'on essaye de distiller et pour donner du sens. Et à partir du moment où on génère un profit qu'on peut mettre en face d'un sens et d'un impact sociétal positif, je trouve que ça vient te déculpabiliser. Et toi, quand tu fais Amabilis, s'occuper des seniors, c'est quand même noble. Bien sûr. Donc j'aurais tendance à pas culpabiliser si cette activité est rentable, parce qu'elle a une fonction essentielle, surtout dans un environnement où des acteurs comme Orpea opèrent. C'est quand même noble ce que tu fais, donc ton profit est vert en quelque sorte. Tu penses quoi des squatteurs ? Je suis passé l'autre jour devant le 59 Rivoli. Tu penses que c'est des délinquants ou des victimes ? Je suis assez non-judgmental là-dessus. C'est comme si jamais je suis amené à licencier un salarié et qu'il est super agressif, avec des techniques prud'homales, qui vient exploiter des petites brèches du droit du travail, fair game, quoi. Et en vrai, quand t'es squatter, t'es pas dans... Moi, encore une fois, j'ai été côté RSA, j'ai été à manger des produits périmés. Je sais ce que c'est que galérer. Alors, ça n'a pas duré très longtemps parce que je suis pas non plus... tu vois, ça a duré, c'est des petites périodes de 3, 4, 5, 6 mois où j'étais vraiment en galère monstrueuse. Et ça me rend sympathique, ces gens-là. Et donc, je suis très non-judgmental. J'essaye de... Quand il y a des squatteurs dans le parc Mastéos, on les aide, on les replace. Mais j'ai pas de haine envers ces gens-là. Ils exploitent une faille du système et ils sont eux-mêmes pas favorisés par ce système et c'est fair game, quoi. Mais si demain, là, chez toi, t'as des mecs qui arrivent et qui s'installent, tu fais quoi ? C'est pas une situation agréable. D'ailleurs, ça m'est arrivé sur mes immeubles. J'ai acheté un immeuble dans le Nord. J'ai régulièrement des squatteurs et c'est la vie, quoi. Enfin, je veux dire, tant pis, ça affecte mon rendement. Et puis, non, j'ai pas d'obsession anti-squatter. Okay. Chacun essaie de s'en sortir comme il peut. J'ai 100 millions d'actifs IMO à Miami. J'en fais quoi ? D'actifs IMO ? Ouais. Je les vends, si c'est de l'IMO commercial, c'est pas, t'es pas bien, t'es pas sur une bonne tendance de marché, donc le but c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. Si c'est de l'IMO résidentiel, Je pose la question par rapport à la montée des eaux, et par rapport à la question justement des zones inondables. Comment on fait ? Alors bon, là c'est un peu peut-être plus de la politique, mais comment on fait pour gérer cette situation-là ? C'est-à-dire que, je te prends cet exemple-là, des investisseurs ont acheté de l'immobilier commercial résidentiel. Bon, ça vaut rien, quoi, dans quelques années. En bord de mer ? Ouais.
Je pense que les gens s'adaptent. On va s'adapter, on va trouver des technologies pour faire face, pour ralentir cette montée. Je crois beaucoup en termes d'écologie au pouvoir de l'innovation et de la technologie plutôt qu'aux gestes à échelle individuelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est cool de prendre sa douche à plusieurs pour économiser un peu. D'ailleurs, c'est sympa en tant que tel de prendre une douche avec plusieurs personnes. Avec des chiens aussi. Avec tes chiens, avec qui tu veux. Mais c'est encore mieux de monter une boîte qui va aider, grâce à l'intelligence artificielle, à désaliniser l'eau. J'en sais rien, tu vois. Mais ça a plus d'impact de le faire via la techno que via des gestes. Moi ça ne me dérange pas de laisser la lumière allumée, tant qu'avec ma filiale énergétique, je peux sortir 100 passoires thermiques cette année de leur statut de passoire thermique, diviser par 2 l'impact carbone de ces 100 logements. Ça aura plus d'impact que moi ne pas prendre l'avion, si tu veux. Donc ça passe vraiment par l'innovation et les entreprises. Et donc j'en sais rien pour la montée des eaux. La technologie trouvera une solution. Face à... Quand tu es dos au mur, tu trouves une solution. C'est le principe. J'ai vu que tu étais à fond là, sur l'Espagne. Pourquoi vous investissez là-bas ? Alors, si tu veux raconter une histoire, tu peux pas mettre de fini. Donc tu peux pas raconter une histoire franco-française à des investisseurs internationaux. Donc tu es obligé, quand tu lèves des fonds à grande échelle, de présenter une face tech et une face internationale de ton business. Okay. Donc on a testé la Belgique, on a raté, on a fermé la Belgique, on a ouvert l'Espagne, on a réussi, on garde l'Espagne. Ça prouve que le modèle est réplicable dans d'autres pays et ça enlève du fini à ton histoire. Parce que si l'Espagne marche, pourquoi pas le Guatemala, quoi ? Pourquoi pas le monde entier ? C'est quoi les 3 villes où il faut investir en ce moment ? En ce moment, ce qui marche bien, c'est les villes moyennes qui sont très mal arbitrées par le marché. Donc tu as les grosses villes qui sont trop chères, pas rentables, avec des plafonnements de loyer qui ralentissent. Et tu as les villes moyennes, qui sont des villes où les gens habitent, donc il y a une tension locative qui est tout aussi forte. Enfin, en fait, tu utilises la data pour mesurer le niveau de tension locative, et tu as des villes qui, à risque locatif égal, donc avec le même risque locatif que Bordeaux, sont 2-3 fois plus rentables et 2-3 fois moins chères. Par exemple, il y a Metz, que j'aime beaucoup. Il y a, si tu veux une ville vraiment pas chère, il y a Angoulême, qui est top. Voilà. Et en Espagne, tu as des villes qui sont encore très mal arbitrées. Donc, au-delà de Valence. Ouais, c'est ça. Valencia, ça marche super bien. Tu as, dans le sud, j'ai oublié le nom. Malaga, voilà. Ouais. Malaga, ça marche bien. Ouais, on a toute une team en Espagne qui fait de l'analyse de marché. Donc, je leur demanderai. Mais je sais que Malaga et Valencia, ça marche très bien. Ok. Et les 3 pires ? Il ne faut surtout pas aller. Les 3, le marché rémunère l'inconfort. Hein, donc, si tu vas dans des zones confortables, tu n'es pas rémunéré par le marché. Le marché ne va pas te dire bravo, tu as investi au cœur de Bordeaux ou sur l'île Saint-Louis. Tu as pris 0 risque, en fait. Donc, le marché rémunère ça. Bon, c'est chiant. J'aurais dû poser la question avant parce que ça fait. Genre, je reviens à Charles, mais c'est une vraie question que je voulais te poser. Vas-y. Sur le fait que souvent, là où les gens de gauche, où les artistes achètent, ça monte. Tu vois, genre 10, 20, 30 ans plus tard. Ouais, à fond, ouais. C'est vrai, ça, non ? Ah ouais, alors je te jure que c'est vrai, moi, c'est la théorie du coffee shop. Dès que je vois un coffee shop ouvrir dans une zone un peu craignos, je sais que cette zone va devenir hipster, et je l'ai vu à plusieurs reprises de mes yeux, dans plein de pays différents, et dans plein de villes différentes. Donc coffee shop, et t'as dégagé d'autres tendances de ce type-là, ou pas ? Ouais, en street art... ouais. Après, tu as les mages Sandro, dès qu'un mage ou un Sandro vient ouvrir, mais là, c'est déjà trop tard. Donc, par exemple, nous... Et ça, tu as essayé de faire un modèle VBA là-dessus ou... à sous-traiter un Népalais. Non, mais tu vois, sérieusement, de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu comme ça, coffee shop, gens de gauche, tu vois, checker les professions, est-ce qu'il y a beaucoup d'instit, est-ce qu'il y a beaucoup de profs, tu vois, et se dire, ok, là, il y a un truc, il faut y aller, quoi. Non, je ne l'ai pas fait. Mais la théorie du coffee shop ou du barber shop, elle marche bien. C'est dès que tu en vois un ouvrir dans une zone qui était vraiment pas chère, un peu mal famée, ça va. À Athènes, on opère aussi à Athènes, mais assez anecdotique, mais il y a un quartier qui s'appelle Exarchia, qui est le moins cher d'Athènes, le plus craignos, et tu as une vie artistique incroyable. Et effectivement, c'est en train de monter parce que les artistes, ils te montrent où va de... Tu sais, comme le nord parisien ou l'est parisien qui est un peu plus hipster, un peu artistique, il a très vite pris. Donc effectivement, il faut suivre les artistes. C'est eux qui donnent la tendance immobilière. Et ensuite, tu suis les mages et les Sandro quand tu es sur des placements un peu plus patrimoniaux. Mais j'ai pas de recette magique. Faudrait peut-être étudier le sujet. Ouais. J'ai lu là une étude qui montre qu'en Europe, le marché immobilier est très prisé des mafias qui aiment bien investir pour blanchir l'argent.
Toi, t'as déjà été approché par un type louche ou non, pas du tout? Pas que je sache, mais je crois que le principe d'une bonne mafia, c'est qu'il s'intègre bien dans les systèmes traditionnels. Donc, nous, on a une obligation de KYC qu'on fait aussi porter par les notaires. Mais non, j'ai pas eu de lien avec la mafia ou de clients mafieux pour l'instant. J'ai des gens très normaux, profs d'école, réceptionnistes chez Danone, enfin vraiment. C'est bien décoré chez toi, c'est beau? Ouais, un peu trop. Ah ouais? Bah oui, c'est le problème des startups qui lèvent beaucoup de fonds, c'est que du coup on a des beaux bureaux bien décorés. C'est quoi les 3 designers là, à la mode un peu en ce moment? Si on a. Excellente question. Bah en fait, maintenant ils se font pas mal ChatGPTiser si tu veux. Ouais. Maintenant, je m'excite vraiment sur ChatGPT. Je sais que c'est un peu cliché, mais je pense qu'on passe à côté d'une tendance qui est exponentielle. Et quand tu vois à quoi ressemble une courbe exponentielle, tu as tendance à t'y intéresser un peu. Là, la version 5, d'aucuns disent qu'elle va se rapprocher de ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence générale artificielle, qui simule une conscience humaine en fait. Le but, c'est de se rapprocher d'un être humain avec ses émotions, son humour, sa conscience, sa sensibilité. Et on s'en rapproche de plus en plus. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT 4, mes équipes aussi. Et malheureusement, ça participe du resizing qu'on est en train de faire côté effectif, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont sauter. Je me parle des architectes d'intérieur. Moi, j'ai un ami qui a une boîte de graphisme qui ferme sa boîte. Il ferme sa boîte. Elle fait 5 millions de chiffre d'affaires. Arrête. Il ferme sa boîte. Il n'y a plus besoin de graphiste. Le moindre logiciel sur ChatGPT-4, tu lui dis ce que tu veux et ça te le fait. Enfin, je veux dire, il y a plein de métiers qui vont sauter et plus vite qu'on ne le pense. Et moi, sur mon business plan 2024, on est en 2023, je n'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler le monde en janvier 2024. C'est la première fois que je navigue autant à vue. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de développeurs. ChatGPT fait le code. Et je pense Après, que... comme tu disais dans une publication LinkedIn, bon, toi, tes plaquistes à Marseille, tu auras toujours besoin de les gérer, quoi. Alors, c'est ce qui me donne un peu de baume au cœur de savoir que j'opère dans les travaux et qu'a priori, un algorithme ne va pas poser de la laine de verre. Mais néanmoins, je ne sais pas à quoi ressemblera le business. En fait, je pense que toutes les cartes sont rebattues. Bien sûr. Et je ne sais pas ce qui va se passer à 6 mois. À 1 an, je suis perdu. Et je viens d'avoir une fille. Je ne peux même pas commencer à imaginer à quoi ressemblera le monde quand elle va entrer sur le marché du travail. Parce que là, on est sur de l'exponentialité. Et c'est incroyable à vivre. Enfin, je ne sais pas si tu utilises ChatGPT-4. Tous les jours. Ouais, tout le temps. J'avais une question à te poser sur... la philosophie. Je me souviens que dans les débuts de Mastéos, tu écrivais une newsletter assez régulière, très bien écrite. J'ai l'impression que tu fais plus ça ou moins qu'avant. Ça participe de la crise de croissance dont tu parlais, mais effectivement, quand j'ai démarré, j'avais envie de donner un message un peu... une vraie identité autour de... Ouais. On n'est pas juste là pour vendre des apparts et les rénover, quoi. Ouais, de toute manière, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ce que tu veux, c'est une identité remarquable, qui se fait remarquer. Ça peut être clivant, mais en tout cas, il faut que tu sois visible. On est dans un monde où ce qui compte, c'est la visibilité. Donc, ta personnalité doit être visible en tant qu'entrepreneur et ton message doit être décalé. Enfin, en tout cas, il ne peut pas... Donc, nous, les codes de l'agent immobilier super agressifs commercialement, on n'en voulait pas. L'esthétique Stéphane Plaza, etc., on n'en voulait pas. Donc, on a décidé de faire une newsletter philocative, donc qui parle de philosophie, ma passion, et d'investissement locatif. Et on reprenait les grands textes de Nietzsche ou les grandes pensées de Socrate, Platon, etc., pour voir comment elles pouvaient nous aider dans dans notre parcours d'investisseur. J'en ai plein, enfin tu vois, on en a fait une 50aine, j'en ai fait un livre d'édito philocatif, comment utiliser la philosophie pour toi en tant qu'investisseur, dépasser les obstacles et voilà. Et ça, c'était un message décalé qui élevait un peu le débat. Ouais. Et quand l'entreprise s'est mise à croître, ça parlait moins de philo, ça parlait plus taux de clic, taux de conversion, funnel de transfo. Et en fait, j'ai perdu le contrôle, quoi. Parce que là, tu as le service com qui m'a dit non, mais Thierry, les éditos philocatifs, ça transforme moins que si on fait. Et du coup, il y a une part de l'âme de Mastéos qui s'est envolée. Et ça fait partie de tout ce qui s'envole quand tu grossis. C'est-à-dire l'énergie du début, la culture, des valeurs hyper fortes, qui restent des valeurs fortes, mais que tu exprimes différemment, quoi. En fait, tu as tendance à les imposer quand tu es gros. C'est des process, des chartes, une charte éthique. Que tu placardes sur les escaliers. Mais c'est plus vécu, il faut vraiment l'écrire noir sur blanc pour que ça soit intégré à ton variable, tu vois. Alors qu'au début, il n'y a pas besoin de l'écrire, en fait. Les valeurs, elles t'habitent.
l'énergie. Donc cette crise de croissance que je souhaite à tout entrepreneur de vivre, parce qu'elle est le signe du succès, il faut la vivre, et malheureusement, elle te fait voir à quel point... Comment tu fais justement pour faire vivre cette culture? Alors, tu fais le chien, tu racontes... alors tu peux nous raconter l'histoire à la DWC que chaque nouvelle recrue Mastéo se connaît par cœur. Non, mais il y a plein de private jokes, je ne veux pas saouler ton auditoire, mais il y a plein de private jokes. Par exemple, on a un langage interne où on ne dit pas bonjour, on dit kikou. Donc même les notaires, même les investisseurs, les actionnaires, tout le monde m'écrit en disant kikou. Okay. Et quand tu as des scams, tu sais, parfois tu as des scams où les mecs se font passer pour le CEO de la boîte pour détourner des fonds. Et te disent hey, salut, c'est Thierry, nanana. Personne ne répond à ces mails parce que quand il n'y a pas marqué kikou et que le mail vient de moi, les gens savent que ça vient pas de moi, tu vois. Donc on a un langage, et puis on a plein de private jokes, et ça fait partie de la volonté de sensibilité de gauche de dire aux gens calmez-vous, c'est important d'être performant, mais c'est aussi important de s'amuser. C'est la clé du truc, hein. Si tu t'amuses, t'es indestructible. Moi, si jamais je vois un concurrent sur mon secteur dont le fondateur a l'air de s'amuser, je commence vraiment à flipper. Parce que je vois mes concurrents, je vois les mecs à la tête, j'ai pas l'impression qu'ils s'éclatent, du coup c'est ok. Mais tu vois, quand t'es tennisman, que t'es à l'entraînement, que tu t'entraînes dur, 8 heures par jour, mais que tu vois à côté le type au bout de 8 heures, il s'éclate, quoi. Là ça commence vraiment à faire peur. Et quand t'as un employé qui s'amuse, qui prend du plaisir à ce qu'il fait, il devient très très performant. Ça peut être une menace pour la concurrence. Donc il faut que les gens s'amusent, et pour les amuser, il faut leur montrer qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc on peut aboyer comme un spitz en plein milieu du bureau et rester performant. C'est important de cultiver les deux, quoi. Ton nom de famille, c'est Vignal. J'ai regardé, il y a 2 personnes célèbres qui portent le même nom que toi. Il y a un mec qui est footballeur, l'autre qui est prêtre. Si c'était à refaire, tu choisirais quelle vie entre prêtre et footballeur? Prêtre, ce qui m'inspire chez les prêtres, c'est leur capacité à raconter une histoire qui pour moi n'est pas une histoire vraie. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité, j'en sais rien, mais en tout cas elle est inspirante, à défaut d'être vraie. Et en la racontant, ils font adhérer des millions, même des milliards de gens. Et si vous voulez une figure du fundraising, vous allez voir Jésus-Christ, je précise, si jamais les gens captent pas juste avec le prénom. Parce que lui, il sait raconter des histoires qui embarquent les gens. Et ça a beau être des histoires farfelues, en tout cas, le storytelling peut faire adhérer des milliards de personnes à une vision, pour peu qu'elle soit un minimum inspirante, ce qui est le cas. Hein. Moi, je ne suis pas catho pour un sou, mais je dois dire quand même que le message christique est inspirant. Et il est bien raconté. Et un prêtre, c'est un storyteller. À la messe, il te captive un auditoire. Et donc, si tu peux t'inspirer des méthodes des prêtres pour lever des fonds, tu vas lever des millions. Demain, je te dis, tu multiplies ton salaire par 100. Alors, j'ai compris que tu gagnais pas beaucoup d'argent. J'ai pas dit que j'aimais pas l'argent. Hein. T'es à combien là? 15, 16 par mois? Ça va pas. Ah non, mais moi, c'est une catastrophe. Ah bah là, je suis en interdit bancaire sur un de mes prêts. Non, mais c'est une catastrophe. Ma situation financière est catastrophique. Bon, je te dis, tu multiplies ton patrimoine, ton petit patrimoine par 100, où tu découvres le vaccin contre le sida. Bah, vaccin contre le sida. Ouais. Bon, ouais. Pourquoi? Bah non, mais encore une fois, la pyramide de Maslow, il y a un partir du moment où j'ai un toit dans une ville que j'aime bien et que j'arrive à manger... honnêtement, je préfère largement avoir un impact sociétal. Non, mais même toi, hein, franchement, la pyramide de Maslow, elle a un sens. C'est que quand tu as assuré tes besoins de survie, avoir 10 000 euros de plus sur ton salaire, moi, je sais pas, ça m'anime pas plus que ça. J'aime bien l'argent, hein, mais quitte à choisir, je préfère avoir un impact. C'est quoi la plus grande démonstration d'opulence que tu as jamais rencontrée? T'as un exemple? Un appart magnifique, tes œuvres d'art... Donc je fréquente Valentin Kretz de la série Netflix, les Kretz, l'agence, et eux ils sont confrontés à l'opulence en permanence. Et ce que je trouve génial, c'est que les Kretz, que je connais très bien, sont des gens d'une simplicité impressionnante. Et donc oui, je suis confronté à l'opulence de temps en temps. Enfin, on a des investisseurs qui sont milliardaires, tu vois. Et donc quand on est reçu, c'est impressionnant. Et ce que j'adore, c'est le contraste des gens qui sont dans l'opulence et qui arrivent à rester très simples. Je trouve que les Kretz en sont un très bon exemple. Tu vois, il accompagne Madonna sur un hôtel particulier à 100 millions d'euros. Et c'est le mec le plus adorable, accessible et bienveillant qui existe sur Terre, quoi. Il pourrait être canonisé au Vatican. Donc c'est ça qui est important, c'est de cultiver un pied dans les deux mondes, si jamais tu y es confronté. Si demain ta fille, elle est PDG de Shine, tu réagis comment? Non, mais c'est très bien. La question, c'est si ma fille fait un OnlyFans et cartonne sur OnlyFans, genre vraiment comme les sœurs Tantôt, qui ont 10 millions d'abonnés chacune, comment je réagis?
C'est ça la vraie question. Et ça rejoint le fait que je préfère que tu réussisses dans un mauvais domaine plutôt que tu sois personne dans un domaine correct. À la limite, si tu décides de devenir... Si j'ai un fils et qui veut rentrer dans la mafia, parce que je sais pas, je vois mal une fille devenir mafieuse, mais pourquoi pas, c'est peut-être sexiste. Bon, disons que ma fille, elle rentre dans la mafia. Si ça devient l'équivalent moderne de Pablo Escobar, je peux pas dire que je serais fier parce qu'il y aura eu des morts. Tu vois ce que je veux dire ? Elle aura fait quelque chose de Je préfère façon, qu'elle soit incroyablement successful dans un secteur qui est malsain, plutôt que vraiment naze dans un secteur noble, quel que soit le secteur. C'est quoi tes 2 plats préférés ? Alors le roumazaf, qui est un plat malgache. Mon père est né à Madagascar et a grandi à Madagascar, littéralement dans la Cambrousse. C'est quoi ? C'est un plat avec une herbe que tu ne trouves qu'à Madagascar qui s'appelle la bread mafane et qui te donne la même sensation que de l'eau pétillante dans la bouche. En fait, ça se met à exploser dans ta bouche et ça pétille et c'est une sensation incroyable. Ça se trouve nulle part, bread mafane, et tu en fais un plat malgache qui s'appelle le roumazaf. Voilà. C'est à quelle saveur ? C'est-à-dire que ça pétille comme de l'eau gazeuse ? Ça pétille, ouais, exactement. Mais c'est à quel goût ? Peu importe, c'est la sensation que tu vas chercher plus que le goût. Après, c'est un espèce de pot-au-feu malgache, mais avec cette herbe incroyable. Et l'idée, c'est de vivre une sensation, qu'elle soit positive ou négative. C'est le jeu de l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça que tu as envie de ressentir sur un plat. C'est quoi le dernier resto que tu as fait que tu nous recommandes ? Eh ben, sur les restos, moi, mon resto préféré, c'est Chinaski, dans le 5e. Parce que, en fait, les restos, tu as soit un bon cadre, soit de la bonne bouffe. Tu as rarement les deux. Et quand tu as les deux, c'est souvent un peu trop guindé. La restauration à Paris, c'est un peu hautain, je trouve. Et là, tu as 4 tables, elles sont dégueulasses, elles sont bancales. Les mecs font la bouffe à côté. Et en fait, c'est ça qui est vachement à la mode en ce moment, comme chez les Japonais. Ils recréent des ambiances vraiment dégueu, dirty, street Japanese food. C'est ce qui marche le mieux. Plus c'est crade, plus tu as envie d'y aller. Là, Chinaski, c'est vraiment l'ambiance... underground avec des plats de qualité étoilée, un staff ultra accessible, des prix normaux. Voilà, Chinaski. C'est quoi comme bouffe ? C'est de la bouffe française juste incroyablement créative et t'as l'impression que c'est fait à l'arrache. Ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat et chez Chinaski, c'est donner l'impression que tu ne mets pas beaucoup d'efforts à faire ce que tu fais. C'est important, c'est les Anglais qui m'ont appris ça. C'est faire comme si c'était facile. Cette impression de facilité, c'est quelque chose de génial. Et ils le font au Chinaski. Ils te balancent le plat, tu manges un truc qualité 2 étoiles sur une table de merde, t'as des couverts sales, et puis à côté, ça jure en cuisine. Et voilà, c'est ça qui est marrant. Un livre qui t'a inspiré ? Là, je vais un peu casser l'ambiance, mais Primo Levi, si c'est un homme... ça me rappelle qu'il y a des mecs qui galèrent un peu plus que nous, donc... Ouais. Ça te fait relativiser sur ta condition c'est un peu facile, d'entrepreneur. Ça me montre à quel point c'est une vie facile qu'on vit. Grosso modo, on vit quand même des existences relativement faciles par rapport à d'autres époques. Et le vivre dans un livre qui te le raconte vraiment live, comme si tu étais dans un camp de concentration, ça fait tout relativiser. Quel conseil tu donnes aux personnes qui nous écoutent pour vivre une vie riche, intense ? Très bonne question. En plus, j'ai la réponse. Déjà, arrêtez de se prendre au sérieux. C'est hyper important. Je vois vraiment beaucoup de monde se prendre au sérieux. C'est crucial d'être sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Cultiver au maximum le second degré, l'humour, la prise de recul. Simuler le worst case scénario de toute situation. Et en fait, on se rend compte que toutes nos angoisses et nos craintes, elles sont liées à des scénarios qui, s'ils se réalisent, en fait, ne sont pas si catastrophiques que ça, quoi. What's the worst case? What's the worst that can happen? En général, c'est bidon. Donc, en fait, c'est bon, chill. Chill, voilà. Juste. Et tu penses qu'il faut se bouger avant ces 30, 40 ans? Enfin, tu vois, est-ce que tu penses que plus on prend de l'âge, plus c'est difficile? Il faut cultiver la recherche d'un confort. C'est vrai que quand tu commences à avoir une fille, une femme, un prêt immobilier, c'est plus dur de repartir en mode bar PMU, à l'arrache, aller à Rouen, poser du parquet. Tu vois, si tu es encore capable d'être confort dans l'inconfort à 45 ans, tant mieux pour toi. Moi, là, je peux plus dormir. Tu sais, avant, je dormais sur le sol au Sahara, je faisais des treks dans le désert. Maintenant, j'ai besoin d'une bonne literie. Tu vois. Donc, ça montre que je suis plus fait pour ça, quoi. Dernière question, est-ce que tu as quelqu'un que je pourrais inviter? Tu me recommandes qui? Personne inspirante, passionnée, passionnante, personne que je pourrais contacter de ta part, que j'inviterais?
Moi, j'aime les gens qui m'inspirent, c'est les sportifs et les militaires. Ouais. Mon CEO est militaire, donc il y a une belle histoire à raconter. Moi, la personne qui m'inspire le plus en ce moment, c'est un monsieur qui s'appelle Cyril Gane, qui est champion du monde, enfin plus maintenant, mais poids lourd en MMA. Tu sais, c'est un sport très violent. Comme tu as vu, j'aime bien les contrastes, comme au Chinaski où tu as des environnements dégueux et de la bouffe étoilée. Lui, c'est la personne la plus gentille. Ouais, il est connu. C'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée de toute ma vie. C'est un client Mastéos. Il est venu chez Mastéos. C'est une photo avec lui et mon Spitz de 1 kg qui doit traîner sur mon iPhone. Et ce mec, vraiment, honnêtement, tu l'amènes devant le pape, il est canonisé. C'est le mec le plus gentil que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Et il fait le sport le plus violent au monde. C'est un sport où le but, t'es payé pour mettre à mort l'autre dans une cage et qu'il y a une effusion de sang face à un public sauvage. Et ce mec-là, il a une culture du risque, il est chill, il est toujours au second degré, il est extrêmement accessible. Là, il est payé plusieurs millions d'euros par match tout en restant le mec le plus... il parle à un ouvrier sans aucun problème, si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, il incarne en une seule personne toutes les qualités que j'aimerais trouver chez un entrepreneur. Il rentre dans la cage, il a un goût du risque, mon gars, que tu n'as jamais vu, quoi. Et sans jamais se prendre au sérieux. On l'appelle Bon Gamin, c'est d'ailleurs son surnom. Une autre version de ça peut être un mec qui s'entraîne avec lui, qui s'appelle Alan Bodo, que j'aime beaucoup, alors qui a moins de succès que Cyril Gane, mais avec qui moi je m'entraîne en salle, et qui lui était dans le circuit UFC, et maintenant se lance dans l'entrepreneuriat, et qui montre que en fait, tu peux être... D'ailleurs, j'en vois de plus en plus, tu peux être un boxeur, j'aime bien les boxeurs, parce qu'ils prennent des risques. Boxeur, fighter MMA, être considéré comme un sauvage, et en fait te lancer avec succès dans l'entrepreneuriat, et je me rends compte, le mec, il est super smart, tu vois, il se bat dans une cage, et il est payé pour ça, comme un animal, mais derrière, il se penche 1 mois, 2 mois, 3 mois sur qu'est-ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et tout. Il te pond des BP, des decks, il est plus calé que moi sur plein de sujets qui sont de mon secteur, alors qu'il a passé 10 ans à se taper sur la tête dans une cage, si tu veux. Et ces gens-là, ils m'inspirent beaucoup. Thierry, merci à toi. On peut te retrouver sur quoi, LinkedIn ? LinkedIn. Tu publies régulièrement ? J'essaye, quand j'ai l'inspiration. Quoi, 1 fois par mois ? J'essaye de faire 1 fois par mois, ouais. Tu écris toi-même, du coup, les posts, j'imagine ? Oui. C'est pas ChatGPT qui les écrit. Non, mais à la version 5, je pense que c'est lui qui les écrira. Mais ça n'enlève pas de la qualité au poste, parce que c'est quand même à toi d'insuffler l'élan créateur pour que ChatGPT génère le bon texte. Sûr, mais c'est le prompt qui compte. Tu penses quoi de la tendance là sur LinkedIn qui se transforme en réseau d'influence ? C'est cool, mais je trouve que les messages devraient être un peu moins sérieux, quoi. C'est toujours la même chose. C'est très commercial, c'est très agressif. J'aimerais bien qu'on vive dans un monde un peu plus léger, qui ait un peu moins de moquettes épaisses. La culture et la légèreté, j'essaye de l'insuffler au maximum partout où je vais. C'est très important. Merci Thierry. Et donc mastéos.com ? Ouais, un truc dans le genre. Ouais. On peut investir à partir de combien ? Minimum. Ce qui compte, c'est la volonté, l'énergie. On verra, on trouve toujours un moyen face aux obstacles financiers. Merci Thierry. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt, ciao. Cut the crap.